Bonjour les gens, bonjour le chat, bonjour à toutes les deux. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. On se retrouve sur Time Out. Time Out, qu'est-ce que c'est? C'est une émission hebdomadaire. Même si on va un petit peu espacer les épisodes à partir de maintenant, on est déjà au 53e, si je dis pas de bêtises. Donc là maintenant on va un peu plus prendre le temps pour ma santé mentale tout simplement et je suis très contente de faire un peu cette émission de clôture de tu sais genre un peu période un peu transition. Ouais, je suis avec vous, c'est trop bien. Et du coup, Time Out, qu'est-ce que c'est? C'est une émission où à chaque fois je reçois, comme vous pouvez le voir, deux personnes du milieu du jeu vidéo, du stream, du développement, du divertissement d'une manière générale. Là en plus, une journaliste, une développeuse, on a un peu genre... on tisse des liens comme ça entre les gens, c'est cool. Et du coup, ce soir, je vais vous poser plein de questions sur vos vies, vos peurs, vos traumas, vos rêves. Et voilà, en sachant que c'est des questions pas forcément habituelles qui peuvent déstabiliser, mais l'idée c'est vraiment pas de vous mettre mal à l'aise, donc si à un moment il y a une question, vous vous sentez pas d'y répondre, zéro obligation, vous pouvez dire Joker, vous pouvez dire Fanny qui me Galette saoule, saucisse. vous pouvez dire galette saucisse, le safe word de ce soir, tout à fait. Et voilà, et le chat, n'hésitez pas à participer et à répondre aux questions. Trêve de bavardage, Marion, qui es-tu? Dis-nous tout. Bonjour, je suis Marion Bargiaki, je suis journaliste pour Ouest France en ce moment, je l'ai longtemps été pour Radio France, et je suis spécialisée jeux vidéo, vous vous en doutiez un petit peu je pense. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est carabistouille. Et en ce moment je suis de chronique sur France Inter le mardi matin dans le 5-7 de Mathilde Munoz, et c'est très très cool de parler jeux vidéo sur le service public. Trop bien. Nice. Ça marche. Aline, qui es-tu? Salut. Donc je suis Aline et je suis game artiste donc depuis 5 ans à peu près. Donc là actuellement je bosse dans une boîte qui s'appelle Voodoo qui est spécialisée en jeux mobiles. Et avant en fait j'ai eu un gros parcours plutôt indé où j'ai fait, enfin c'est pareil, j'ai fait pas mal de game art etc. J'ai aussi fait des choses pour manger parce que je pense que ça nous arrive tous. On aime tous Et manger. exactement, surtout moi. Mais voilà, après j'ai fait beaucoup de game art et puis j'ai bossé voilà, sur plein de petits projets avant de rejoindre le monde du mobile officiellement. Puis j'avais aussi monté ma boîte avec mon compagnon, donc on prenait un peu des prestats. Donc moi c'était plutôt orienté graphisme. Et puis voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai quitté la France et je suis partie en Allemagne. Est-ce que tu regrettes? Je regrette Oui, le de ouf, fromage. c'est horrible. Rendez-moi le fromage. Oui. Il n'y a pas du tout de fromage en Allemagne. Disons qu'en fait, il n'y a pas les fromages que tu as l'habitude de manger en tant que Français. Et j'avoue, c'est le premier truc que je suis allée chercher en magasin. Et il faut savoir que j'ai déménagé en Allemagne sans parler un mot d'allemand. Donc c'était un petit peu compliqué les premières fois où je suis allée en course. J'étais là genre, je voudrais juste de la crème. Ah, je n'ai pas acheté de la crème, j'ai acheté du lait de coco. Merveilleux. C'est bien aussi, ça n'a pas le même goût. C'est quoi le truc le plus horrible qu'on vous ait dit? Oh. Ça, justement. C'était au travail, Bien moi. touriste. C'était Ça super. marche. Alors, attends. Hop. C'est Wow. bon. Vas-y. Ah, j'espère que ce collègue se reconnaîtra. J'étais apprentie à Radio France, et donc je travaillais dans une rédaction de France Bleu. Et c'était une rédaction en open space où tu avais une télévision sur le mur et où il y avait BFM qui passait en boucle. Parce que on avait besoin de... Il n'y avait même pas le son, hein. Tu avais besoin de voir le bandeau défiler pour... c'est comme le fil AFP, avoir les dernières infos très vite. Et il y a une journaliste ou peut-être nana de la météo, je sais pas, qui fait son truc, quoi, qui fait son papier ou son journal ou sa météo, peu importe. Et là, il y a un collègue qui vient me voir et qui me dit eh ben, on sait pourquoi elle était embauchée, celle-là. C'est pas pour son intelligence, hein. Et t'inquiète pas, Marion, ça t'arrivera pas à toi. J'avais 25 ans et j'ai fait... Quelle horreur. Mais pourquoi? C'était gratuit.
Mais alors que le mec était adorable en temps normal. Et là, le mec, il s'est emballé. Il s'est dit, oh, bah tiens, je vais la pourrir aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et je suis même pas sûre qu'il se soit rendu compte de ce qu'il a dit. Hein. Mais ça se trouve, il a voulu te faire un compliment, genre t'es intelligente, et il s'est pas rendu Peut-être, compte que c'était mais un truc horrible. non, Non, mais c'est clair. on ne fait pas ça, monsieur. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça avec vos collègues, ce n'est pas sympathique. Et je pense que c'est le truc le plus vicieux qu'on m'ait dit, en fait. C'était vraiment vicieux. Voilà. J'espère que ça vous a apporté un peu de joie à la maison. You, you. Ouh. Bon, et toi, du coup, Aline, c'est quoi le truc le plus horrible qu'on t'a dit? Alors, je pense que c'est aussi lié au travail. C'était quand je faisais un stage. C'était un stage de fin d'année et après, normalement, je partais pour le monde du travail. Et en gros, en fait, c'était un stage qui était orienté concept art. Et en gros, j'ai commencé à essayer de faire des illustrations, du concept art, etc. De mon côté. Et en fait, un matin, je suis revenue avec vraiment mes premières ébauches de concept art. Et je montre à mon maître de stage. Et mon maître de stage me dit: «Je vais te juger avec quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'industrie». Où je dis: «Bon, très bien, pas de problème». Et là, je m'en suis pris plein la gueule pendant 10 minutes, mais ça ne s'est pas arrêté. C'est du travail de feignasse, ta lumière est nulle, tes couleurs, ça marche pas du tout, il y a rien qui va dans cette image. Des artistes comme toi, il y en a des millions. Il va falloir que tu trouves un truc pour essayer de sortir du lot. Vraiment, j'ai essayé d'oublier tout ça parce qu'il y en avait encore, des tas, quoi. En 10 minutes, il m'a mis une cartouche comme ça et puis il part. Et à ce moment-là, en fait, il partageait un bureau avec d'autres gens. C'était un espace de coworking et puis même la personne qui était là, qui a écouté les retours, m'a regardée choquée, genre: «Mais qu'est-ce qui lui a pris? Enfin, qu'est-ce qui t'a mis là? Pourquoi?» Et en fait, j'étais tellement au bout du rouleau que j'ai attendu qu'il revienne s'asseoir à sa place. En fait, je suis partie dans les toilettes pleurer. Parce que c'était horrible. Vraiment, enfin, je m'attendais absolument pas à ça. Et si tu veux casser les ailes de quelqu'un qui commence, surtout, fais ça. Vraiment, c'est une super méthode que je recommande, hein, parce que du coup, j'ai eu un blocage pendant je sais pas combien de temps, en fait. Tout ce que je faisais, je pensais que c'était nul. Nul à chier, en fait. Et c'était vraiment, à la fin de ce stage-là où justement, ben, à la fin, tu dois trouver un travail et cetera parce que ça y est, les études, c'est terminé. Et en fait, ça a juste ruiné ma confiance en moi, vraiment, quoi. Et il y a eu d'autres choses évidemment, mais ça a été vraiment le truc le plus terrible qu'on ait pu me dire, professionnellement parlant, quoi. Et enfin, j'avais même pas encore commencé que direct, en fait, j'avais l'impression qu'on me cassait les genoux, quoi. Et pourtant, en plus, enfin, évidemment, il y avait des trucs qui n'allaient absolument pas, mais je veux dire, j'étais pas là pour faire la perfection, j'étais là juste pour pratiquer, en fait. Et voilà, ça a été d'une violence, vraiment une violence inouïe, quoi. Et c'est enfin, le message que je pourrais faire passer, c'est si, par exemple, je sais pas, il y a des petits piou-piou qui viennent vous voir et qui vous disent: «Bah, qu'est-ce que tu penses de mon travail?» Même si vous trouvez ça pas terrible qualitativement parlant, en fait, c'est pas une raison pour juste les démonter, en fait. Juste leur donner des conseils, genre: «Bah, tu pourrais améliorer ça comme ça fonctionne pas très bien, mais je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne pas très bien et ce que tu pourrais faire pour l'améliorer». Ça, c'est des vrais retours constructifs. Pas dire à quelqu'un: «Ça, c'est du travail de feignasse», alors que genre, tu passé je sais pas combien de temps et que toi, enfin, ton œil est pas encore, aiguisé, quoi. Donc voilà, du coup, je pense que c'est, le pire truc. Mais cette personne avait la diarrhée ou qu'est-ce qui se passe Une diarrhée verbale, Ah probablement. non, mais elle a voulu expédier le truc rapidement, partir? Enfin, je comprends pas, vraiment, Ouais, je sais pas, il y a plein de choses qui ont dû probablement jouer et voilà, mais enfin, c'est pas parce que tu fais partie de l'industrie depuis plusieurs années que ça te permet en fait, d'être, de te comporter comme ça en fait, surtout avec des gens qui vont arriver et qui souhaitent probablement en faire leur métier et cetera. Tu fais juste pas ça en fait. Enfin, c'est contre-productif et puis en plus, enfin, déjà que c'est un milieu, de jeu vidéo, qui est assez compétitif. Si en plus tu dis à la personne: «Mais tu sais, des gens comme toi, il y en a des millions quoi» et tu là enfin, genre, juste Super. penser à ça, penser à dire ce genre de phrase, non, même si tu le penses, tu le dis pas, tu vois? Enfin, oui, bien sûr, on sait, en fait, c'est une évidence que nous sommes des millions à vouloir travailler, enfin, dans le jeu vidéo et cetera. Oui, bien sûr, pas de problème, mais juste tais-toi. Juste c'est terrible. arrête cette diarrhée verbale, ne fais pas ça. Ça ne rend service à personne. Même à toi, ça te soulage sur le coup,
Et après, enfin, je sais pas. Ah, ça me Mais fait ouais. penser à un truc, c'est terrible. Ça me fait penser à une autre remarque qu'on m'a faite au boulot. Là aussi, j'étais apprentie et j'ai eu le droit à un retour un peu comme le tien. Euh, en radio, on demande beaucoup aux gens de poser leur voix, c'est-à-dire de baisser un peu, de ralentir. C'est complètement con. Voilà, je le dis, parce que souvent c'est une remarque qu'on fait aux femmes et pas aux hommes, et c'est toujours les femmes qui prennent le plus dans la gueule par rapport à leur ton, et etc. Moi, tout s'est débloqué, par exemple, quand j'ai arrêté d'essayer de faire semblant de poser ma voix. Et donc, apprenti dans une autre station, j'ai le chef qui, à la fin d'un journal, est venu me voir et m'a dit « Marion, c'est quoi ça ? En fait, ta voix, c'est pas possible. Donc, tu as l'air d'une enfant. Tu n'es pas crédible. Quand on t'écoute, on croit pas du tout en ce que tu racontes. Donc, tu es incapable de présenter un journal. Tu ne présenteras jamais un journal. Je sais pas bien ce qu'on va pouvoir faire avec toi. » Bon, Putain, et c'était la super. violence. Oh là là. C'était super. Et je faisais aussi de la radio des années 80. Mais ça, je peux l'entendre parce que j'ai des références un peu nulles. Mais non, bon, non. Donc Y a voilà. rien qui va, quoi. Et ouais, non, mais c'était hyper sympa. Et j'ai adoré ces remarques. Bon, tout s'est débloqué plus tard, hein. Quand j'ai fini par faire les journaux nationaux de France Bleu le matin, j'avais toujours une petite voix qui me disait « Est-ce qu'il m'entend, là ?» Mais ouais, non, on a des gens pas mal. Ouais, quand t'es en apprentissage, quand tu débutes dans un métier quelconque, t'as pas besoin d'entendre des trucs pareils. Enfin, Je comprends pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un espèce de truc de vieille école de merde, genre, le travail, c'est là et tu es là pour souffrance. souffrir. C'est ça, exactement. Genre, c'est pas possible de penser qu'en fait, tu peux kiffer ton travail et que, enfin, évidemment, enfin, tout n'est pas tout rose au travail, bien sûr, enfin, c'est une évidence. Mais, enfin, pourquoi rendre ça encore plus pénible, en fait, s'il y a des moments qui sont pas terribles? Pourquoi enfoncer encore plus le clou? Je comprends vraiment pas, en fait, cette politique-là et d'enfoncer les autres parce que, genre, je sais pas, t'as l'impression des fois qu'il y en a qui ont des traumas et qui se disent bah j'en ai chié, tu vas en chier. C'est C'est exactement ça. exactement ça. C'est exactement ça. C'est moi, mon Stupide. parcours, il a été semé d'embûches. Je vais mettre des rondins de bois sur la route de tout le monde. Genre, ça va être. Mais c'est tellement ça. Parce que tu reproduis des schémas et tu dis que si t'as souffert, les autres doivent souffrir pour y arriver aussi. Et en plus dans le cas de Aline, genre t'étais stagiaire, t'es là pour apprendre. Pourquoi on vient te saquer et genre te dire c'est nul? En plus, ça n'a aucun intérêt de juste dire c'est nul, d'une manière générale. De dire c'est nul ou c'est moche si tu ne pointes rien, si c'est pas une critique, si ça te permet pas de t'améliorer, si c'est pas des conseils. En fait, juste la personne, elle passe ses nerfs sur toi, quoi. C'est complètement débile et puéril, en fait. C'est la différence entre les bons et les mauvais managers. C'est. Voilà. Juste les gens qui sont pédagogues et pas les autres. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Plus peur. La solitude, je pense. Attends. Tac. Non, mais j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je sais pas. Ah bah non, si, mais t'es pas obligé de développer. Hein, non, mais je crois que la solitude, c'est un des trucs qui me fait le plus flipper. Alors, être toute seule, c'est pas gênant. Enfin, je veux dire, j'adore être seule en plus, techniquement. Je veux dire, vaquer à mes occupations. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Et en plus, le Covid, en passant par là, j'avoue qu'il a un petit peu fait s'envoler toutes mes habitudes sociales, très clairement. J'ai presque peur des fois de sortir. Enfin, c'est bête, mais moi, ça a changé mes habitudes. Quand on a commencé à pouvoir se retrouver dehors, j'ai pris peur. Enfin, vraiment, des moments d'angoisse en me disant, il y a trop de gens. C'est pas normal, il y a trop de gens. Donc ça commence à revenir normalement. Donc c'est pas la solitude physique ou sociale, mais je sais pas. Ouais, ce côté personne pense à toi. Je trouve ça horrible en fait. Et je pense que c'est le truc qui me fait le plus flipper. En même temps, j'ai choisi de faire un métier où quelque part t'es. Alors la presse écrite, pas trop, mais quand on fait de la radio, je pense qu'il y a toujours une recherche d'attention quelque part. Tu bosses avec ta voix, donc fatalement, tu mets beaucoup de toi dans ce que tu fais, et d'où les critiques sur ta voix d'enfant. Et du coup, je pense que ça vient de là aussi. J'ai besoin d'amour, comme disait Laurie. Voilà. Comprenez les journaux des années 80, c'est aussi un peu pour ça. Mais... après, t'as beaucoup la différence entre la solitude choisie et la solitude oui, subie. voilà.
complètement. Mm. Mais ouais, je pense que c'est le truc qui me fait le plus flipper. Et depuis très longtemps, depuis très très longtemps, c'est pas arrivé avec l'âge adulte. Je pense que dès le collège, il y avait un truc comme ça qui se tramait. Je sais pas si vous vous souvenez des skyblogs, mais j'ai fait cette erreur-là aussi. J'ai eu ça. Il Et y avait quoi sur ton Skyblog? je me souviens très bien de ce que je mettais et c'était nul. Et j'ai très honte. Et non, je ne vous dirai pas ce qu'il y avait. Mais il y avait de grands trucs, de grandes envolées lyriques, justement, sur la solitude. Je sais pas s'il a pas disparu. Je crois que je l'avais cherché et c'est mieux des fois. Parfois, il faut laisser partir son passé. J'ai fait plein de bêtises sur Internet quand j'étais jeune. Skyblog, site de fans, codé avec les pieds. J'en ai fait plein. Mais ouais, ça revenait pas mal. Donc je pense que ouais, c'est ça, voilà. Dans la joie et la bonne humeur, la solitude, vous aimez? Voilà. Yes. On aime. Je suis sûre qu'il y avait des trucs hyper dark, profonds, avec... Mais j'étais En plus, pas t'avais une émo période dans le gothique, style. c'est ça? Ah, émo. J'ai pas été émo dans le style ou gothique, mais tu sais, c'est toujours cette période où c'est un petit peu triste, tu te cherches, quoi. Arrêtez d'être méchant avec moi. Et en plus, avec ma tête d'intello et mes résultats, je te dis pas ça. Oh, mon Dieu. Je pense que je me rencontrerai aujourd'hui, je me Combo. détesterai. Genre, mais... Ou alors je lui dirai, t'inquiète, ça va aller, ça va changer, t'inquiète. Tu vas vraiment te détendre, tu vas apprendre. On est un peu comme les Pokémon en fait. Tu sais, t'as la première phase où t'es petit mignon, la phase entre les deux où t'es moyen disgracieux, ouais, et la phase finale où t'es adulte badass. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il y a cette théorie, enfin, c'est pas des théories, mais c'est philosophiques, je sais pas comment on peut appeler ça. Le fait que nos cellules se renouvellent constamment, est-ce qu'on est vraiment la même personne qui a 5, 10, 15 ans? Et quelque part, je me dis que je suis plus du tout la même personne qu'il y a 5, 10, 15 ans. Même, attends, quel âge j'ai? Je ne vais pas le dire. Mais il y a 5 ans, je pense que je rencontre ma moi d'il y a 5 ans. On n'a plus grand-chose en commun, hein. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Je vois Aline acquiescer. Vas-y Aline, rebondis. Eh bien, non, mais je trouve ça très juste ce que tu étais en train de dire, parce que justement, j'ai eu la discussion aujourd'hui avec mon mec, où en gros, je lui disais, depuis qu'on est parti, en fait, j'ai l'impression de plus du tout être la même personne, d'avoir vraiment beaucoup évolué dans mon métier, personnellement, etc., d'avoir gagné en sagesse, parce qu'avant, j'étais quand même assez colérique, etc., même si j'ai toujours un peu cet aspect un peu sang chaud et tout. Ne sois pas surprise. En fait, à chaque fois que je dis ce genre de truc, les gens ils me regardent genre: «Hein, toi? Mais parce que moi, je ne connais que le mignon. Je ne connais que l'amour. Tu connais pas le Gremlins, tu sais, Non. derrière?» Je t'ai pas jeté d'eau, je t'ai pas nourri après minuit non plus. Donc voilà. Mais pareil, on discutait de ça une fois avec mes collègues, on avait fait un off-site et on avait fait un espèce de test, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un test qui est utilisé, en fait, pour connaître un peu les personnalités qu'il y a dans les équipes. Et en gros, il y avait un trait de personnalité où c'était la personne, en fait, qui va toujours essayer de trouver des compromis, se mettre d'accord avec les autres, etc. Et moi, c'était pas du tout mon trait de caractère. Mon trait de caractère, c'était genre la meuf qui vit avec ses émotions tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, je suis tombée sur ça et j'étais absolument pas surprise, quoi. Genre, enfin, moi, je vis clairement avec mes émotions. Le matin, je peux me réveiller hyper cool et le soir, chialer ma race pour juste un mini truc, quoi. Et en fait, c'est un truc que j'ai accepté depuis longtemps. Je vis avec ça. Et en fait, quand mes collègues l'ont appris, ils étaient hyper surpris, genre: «Mais attends, mais toi, t'es toujours dans le compromis et tout». Et j'étais là genre: «Non, non, mais moi, les gars, enfin, quand il y a des trucs qui me contrarient, j'ai envie de péter la gueule à tout le monde, en fait. C'est juste que personne ne le voit, c'est tout». Et c'était là genre: «Ouais, c'est dingue». Mais du coup, voilà, bref, pour en revenir à ce que tu disais, moi, j'ai l'impression aussi que, enfin, je suis plus du tout la même personne d'il y a 5 ans. Et je sens vraiment la différence, quoi. Et j'aimerais des fois dire, bah, justement, à la Piou Piou qui s'en est pris plein la gueule pendant son stage, lui dire, «T'inquiète pas, il y aura des galères, mais ça ira», tu vois? Enfin, ça va bien se passer. Au bout d'un moment, les choses vont s'améliorer pour toi. Bien sûr, tu vas vivre des trucs pas cool, mais c'est la vie, voilà. Et puis, tu verras là, bientôt, tu seras dans une période où tu vas kiffer de ouf, quoi. Et j'aimerais lui dire ça, quoi, genre, poc poc Aline il y a 5 ans. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu réponds à mes questions suivantes comme ça. Ah!
Non, désolé. mais plus aucun respect. Mais attends, elle nous a pas dit ce que c'était sa plus grande peur, par contre. Donc du coup, Oui, c'est vrai. haha. Le respect est mort. Je casse l'émission. Elle répond Désolée. aux questions après, mais pas à celles que je viens de poser. Ah non, mais il y a plus aucun respect. Moi, je dis les jeunes, c'est pas possible. Il faut C'est clair, arrêter Les ça. jeunes d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Non, bah du coup, pour rebondir sur la peur, je pense que le truc qui me ferait le plus peur, c'est de devenir aveugle. Ah ouais? Oh. Ouais, je pense que c'est quelque chose. Enfin, j'y pense pas souvent, mais je pense que je vais y penser peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça. Ah bon? Ouais, parce que en fait, enfin, déjà, j'ai pas une très très bonne vue de facto, et en fait, j'ai eu un petit peu peur. C'était il y a quelques mois, où en fait, j'ai ma vue qui a vraiment changé subitement. J'ai l'impression que du jour au lendemain, en fait, j'étais plus capable de voir de loin. Enfin, déjà, je vois pas très bien de base, mais là, c'était encore pire, quoi. Et en fait, c'est juste que ma vue a évolué et tout va bien. Enfin, je ne me dirige pas vers la cécité. Mais en fait, j'ai eu super peur à ce moment-là de me dire: «Mince, mais enfin, la vue, ça peut se dégrader comme ça, quoi». Et c'est quelque chose qui me fait vraiment extrêmement peur parce qu'on vit dans un monde pour personnes valides, et les personnes, en fait, qui ont des handicaps visibles et invisibles, en fait, sont vraiment laissées de côté, quoi. Mmh. Et en plus, de par le fait que, bah, je sois game artiste et que, enfin, je vis par les images et cetera, le fait de me dire que je pourrais ne plus jamais voir ce genre de choses, ça me terrifie, en fait. J'ai cassé l'ambiance. Ça arrivera pas. T'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Bah, je comprends totalement. Ah ouais. C'est marrant parce que j'avais posé la question à un proche qui est musicien. Il m'avait dit perdre Ouais, oui. devenir sourd. Affreux. Mm. Affreux. Ouais. Donc ouais, je comprends. Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir peur de perdre la vue, mais encore plus quand toute ta vie tourne autour du visuel, quoi. Mhm. Je pense que moi aussi, c'est une de mes plus grandes peurs. Et comme tu dis, enfin, rien n'est adapté, quoi. Ça doit être tellement, tellement affreux. C'est marrant, ça me fait penser à une nana qui a voulu monter dans le... Comme ça, hop. Dans le bus, il y a pas très longtemps. Je suis allée récupérer une table basse pour ma véranda. Ça fait très, Wow. très bourgeois. Ça Sur fait le bon coin. Ça fait très trentenaire. Ouais, c'est ça. J'ai récupéré une table basse sur le bon coin qu'on a ramené en bus pour la véranda. C'est déjà un peu moins bourgeois. Mais et du coup, dans le bus, à un moment, il y a une meuf qui a voulu monter, qui était en fauteuil roulant, et qui m'a interpellée pour venir l'aider à monter dans le bus. Et évidemment, genre sans réfléchir, je vais l'aider et tout. Puis après, je me suis arrêtée. Et elle, en plus, elle m'a remerciée. Elle était là genre, oh, merci beaucoup. Et j'étais là genre, bah non, c'est normal. Et genre après, pendant genre tout le voyage, j'avais ça en tête et je me disais, mais du coup, genre, si jamais il y a personne dans le bus, comment elle fait pour monter? Et puis, genre, en fait, il y a une espèce de rampe pour qu'elle puisse monter, mais elle est trop pentue. Elle peut pas monter toute seule. Donc en fait, c'est hyper mal foutu. Puis après, je me suis dit, mais les bus, il y en a certains que j'ai déjà vu se pencher, mais genre lui, il se penche pas. Puis genre, j'ai pas arrêté d'y penser. Je me suis dit, mais c'est affreux en fait. On a l'impression, nous, en tant que personnes valides, on se dit, ah, mais tout est fait pour. Et puis en fait, si t'es dedans, tu te rends compte que genre, ouais, mais non, en fait, c'est pas tellement adapté, pas tant que ça, quoi. Oui, du coup, après coup, le chauffeur, il lui a dit, ah, mais je serais venu vous aider. Enfin, oui, enfin, le mec, il faut qu'il descende, qu'il fasse tout le tour. Et puis en plus, en termes de ressenti, genre entre la rampe qui se descend toute seule et tu te débrouilles, et le chauffeur qui s'arrête, qui prend du retard, tous les gens qui râlent, qui descend qui fait le tour pour venir t'aider, c'est quand même pas du tout... Enfin, je sais pas, ça doit être vraiment dur à vivre, quoi. T'es pas à l'aise pareil, ça c'est sûr. Que... Ouais, non, c'est clair. Mais rien que les trottoirs. Enfin, Y a moi, rien qui est adapté. Ça me désespère quand je vois des gens en fauteuil roulant avancer sur la route, en fait. Enfin, sur la chaussée, parce que le trottoir est pas du tout adapté, ou il est trop étroit, ou il est tout pourri. Enfin, je comprends pas que les municipalités s'emparent pas de ça, parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Puis c'est pas en leur mettant de places de parking à l'entrée d'un Super U que tu vas changer leur vie, quoi. Non, mais c'est bon, clair. bref. C'est clair. Moi, chez moi, c'est pareil, genre, il y a des escaliers partout. Et en plus, chez moi, il y a 2 entrées. Et il y en a aucune qui est adaptée. Genre, les 2, il y a des marches. Genre, t'as 2 entrées. Tu pourrais pas faire une entrée sans marche, une entrée avec des marches.
Genre, deux. Mais Ah, ça m'agace. c'est arrivé à mon père, c'est parce que du coup, il est en fauteuil roulant. Et en fait, une fois, ils ont loué une maison avec ma mère, juste pour, se détendre, enfin pendant un week-end et cetera, pour un peu partir de la maison. Et en fait, dans l'annonce, il était marqué adapté, personnes à PMR, mobilité, voilà, Hmm. exactement. Il était marqué ça littéralement, donc en plus, enfin, ma mère quand elle fait des recherches, elle, en plus, elle l'appelle et elle dit: «Oui, machin, c'est bon». Les gens: «Ouais, ouais, pas de problème». Ils arrivent sur le lieu, impossible de rentrer dans la maison parce qu'il y avait des marches. Du coup, mais ma non. mère appelle en furie, la propriétaire, elle dit: «Mais il y a des marches, en fait, il ne marche pas, il ne peut pas se lever de son fauteuil». Ah mais fallait le dire. Mais non, mais en fait, ne marque pas PMR dans ton annonce si ça n'est pas adapté, quoi. Et du coup, en fait, au final, ils se sont tapés 3 heures de route et ils ont dû repartir. Ils ont pas pu dormir, Oh, en fait, mmh. dans le lieu, quoi. Parce que ma en plus, enfin, ma mère ne peut juste pas lever mon père, Mmh. comme ça, c'est pas possible. Enfin, il est trop lourd pour son gabarit et du coup, bah, elle était là genre: «Bah, c'est super, qu'est-ce qu'on fait?» Et la meuf, elle était là: «Ah bah, je vais vous rembourser». Ben, ouais, mais Bah, c'est le surtout minimum, en fait. c'est ça et surtout enlevez PMR de votre putain d'annonce, en fait. Faites juste pas ça, quoi. C'est juste incroyable, quoi et effectivement, enfin, tu as l'impression qu'au final, les gens, ils se disent: «Ah oui, non, mais ça devrait passer». Non, mais en fait, en pratique, absolument pas, quoi. Comme tu disais, juste les trottoirs. Tu es là Mmh. genre: «Mais en fait, les trottoirs, qui sont vallonnés comme ça, c'est juste impossible, en fait» et au final, je comprends vraiment pourquoi il y a plein de gens, qui ne sortent plus de chez eux, en fait. Parce Mais que c'est rien ça et n'est c'est adapté terrible. pour eux, quoi. C'est ça, c'est terrible, ça exclut, une partie énorme de la population parce que le handicap, ça touche beaucoup de monde Mmh, et ça peut nous c'est toucher clair. très vite en plus. Mmh mh. Hmm. Enfin, je et c'est des personnes qui vont rester enfermées, qui vont pas oser sortir, qui savent très bien qu'elles vont galérer pour, descendre les 7 étages de leur immeuble, qu'en Mmh. plus il y aura les marches en bas, que le trottoir il va être pourri, C'est clair. enfin c'est qui vont même pas pouvoir rentrer dans le bar parce que de toute façon la porte elle est pas assez large. Mmh mh. Donc voilà, c'est terrible. C'est insupportable. Mmh. Et ben, c'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Je pense qu'il y a un truc qui a été extrêmement difficile à vivre. C'est justement donc je vous disais que mon père était en fauteuil roulant et en fait, c'est toute cette période-là parce que donc ça n'a pas toujours été le cas et en fait, la nouvelle est tombée assez brutalement. Enfin, comment dire? Pas si brutalement que ça dans le sens où en gros, il s'est fait opérer 2 fois de la moelle épinière et en fait, la première fois je pense que c'est la première fois qui a été, le plus difficile à encaisser. Parce qu'en fait, en gros, ça faisait un petit moment qu'il avait des soucis de sensibilité dans ses jambes et cetera. Je me souviens une fois, j'étais rentrée, il me disait: «Bah, je sens pas ma jambe» et j'étais là genre: «Mais genre, là, je te pince, tu sens rien?» et j'étais même allée au vice du type: «Je te plante une fourchette pour voir si tu mitonnes ou pas» et il était là genre: «Non mais je sens rien». Bon, très bien. Et puis, donc mes parents me disent au bout d'un moment donc j'étais à Montpellier à ce moment-là et ils me disent un soir, «Bon, bah, on est allés chez le médecin et en fait, ils nous ont dit de descendre en urgence à Montpellier». Bon, OK, très bien. Donc mon père se fait, hospitaliser. Il passe en fait des scanners au niveau du cou et là, il s'aperçoit en fait qu'il a une tumeur dans la moelle épinière et un truc vraiment, vraiment très, très gros qui avait vraiment poussé en fait tous les nerfs tout autour en fait, de la membrane de la moelle épinière en gros quoi et en fait, j'ai été là pendant le diagnostic et ça a été quelque chose d'hyper violent en fait parce que je m'attendais absolument pas à ça et donc le médecin est arrivé en disant, «Bon, bah, voilà, c'est tumoral» et genre, ça tombe comme ça direct en plus, enfin les médecins, comment dire? Ils peuvent pas forcément montrer certaines émotions et cetera quoi, donc ça a été vraiment très froid. Puis il explique genre: «Mais vous inquiétez pas, on va vous opérer». C'est une opération très délicate parce que, ben, on doit, directement vous fendre la colonne vertébrale pour aller chercher, la moelle épinière et cetera. Mais, vous tombez plutôt bien parce qu'en fait, là, il y a un congrès de neurochirurgiens actuellement et en fait, on va tous étudier votre cas pour savoir, ce qu'on pourrait faire. Et le médecin part et donc je me prends vraiment une très, très grosse claque et là, mon père se met à chialer et en fait, je crois que c'est une des premières fois où je l'ai vu pleurer. Enfin, il est un peu vieille école aussi où, ça pleure pas, ça montre pas ses émotions et cetera et en fait, il s'est mis à pleurer et il était inarrêtable et il a dit un truc, c'est genre, «Je veux voir ma mère», il a dit et en fait, moi, j'ai comment dire? J'ai essayé de pas montrer que je pleurais parce qu'en fait, mes parents étaient totalement effondrés
Et au bout d'un moment, je leur ai juste dit, «Je sors, je vais chercher des boissons et cetera», parce que je voyais qu'ils étaient au bout du rouleau et tout. Je vais à la machine à café et tout et en fait, je descends et je me mets mais à pleurer que j'en peux plus, quoi et donc j'appelle mon mec et je lui dis: «Bon, bah, voilà, c'est une tumeur et cetera, il va se faire opérer», et en gros, il nous disait, à ce moment-là, il y a de très fortes chances, en fait, qu'il devienne soit paraplégique, soit tétraplégique. Et là, on se dit: «OK». Donc en plus, enfin, mon père a toujours adoré faire du sport, faire du vélo, très actif. En plus, c'est un gars qui fait les chantiers, qui va poser genre, des fenêtres, des vérandas et cetera, quoi. Et là, tu te dis: «Putain, autant il va finir dans un fauteuil, quoi». Et donc la première opération s'est bien passée. Il a pu remarcher après et cetera. Sauf qu'en fait, ils ont pas réussi à enlever toute la tumeur qui a repoussé. Et du coup, il est repassé il y a 2 ans et par contre, à ce moment-là, donc du coup, il a perdu l'usage de ses jambes et ils nous ont dit que c'était pas forcément définitif, mais que, bah, voilà, les nerfs avaient été quand même pas mal endommagés et cetera et qu'il faudrait beaucoup de rééducation pour probablement arriver un jour à de nouveau marcher juste avec un déambulateur ou avec une canne, quoi. Mais vraiment la première fois, je pense que ça a été vraiment la plus violente et la deuxième fois où justement donc il y a eu, une deuxième opération et cetera, en gros, en fait, le médecin est venu voir mon père en salle de réveil et mon père était un peu shooté et tout et en fait, il a compris que le médecin lui avait dit: «Je suis désolé, j'ai dû couper, certains câbles», en gros, pour dire genre, j'ai dû amocher des nerfs, quoi. En fait, c'était pas du tout ce que le médecin avait dit, mais pareil, quand en fait il est rentré dans la chambre, donc mon père était encore shooté, en plus c'est une très, très grosse opération, ça dure entre 6 et 8 heures, quoi. Donc toi, tu attends, tu es là genre: «Bon, un peu long là, vous pouvez le ramener s'il vous plaît?» Et donc il arrive dans la chambre et puis il dit à ma mère, «Ils ont coupé des câbles, c'est ça?» Et ma mère, elle regarde genre: «Mais de quoi tu parles, quoi?» Il dit: «Ben, je pourrais plus marcher» et ma mère, elle le regarde, donc elle se met à chialer. Ils se mettent tous les 2 à chialer. Là, ma mère me regarde et elle me dit, je pense que, enfin, c'était sur le coup de l'émotion, elle me dit: «Toi, tu es jamais là au bon moment». Dans le sens où, en gros, c'était genre, tu es là dans les moments, où on est les plus faibles et genre en tant qu'enfant, tu n'es pas censé voir ces moments-là, en fait. Ah, C'était dans ce sens-là, en fait et du coup, j'étais là genre: «Mais en fait, enfin, vous avez pas fait des enfants juste, parce que enfin, juste pour la joie et cetera. Enfin, on partage ces moments-là aussi, quoi» et du coup, voilà, le fait d'avoir vu mon père dans cet état vraiment, d'affaiblissement total, c'était quelque chose qui a été hyper difficile pour moi à gérer. Maintenant, ça va beaucoup mieux et cetera, mais c'est sûr que, enfin, ça m'a vraiment mis une très, très grosse claque, quoi, où, enfin, en plus, il se passait pas forcément des trucs hyper cool et tout, dans ma vie à ce moment-là et j'étais là genre: «Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait?» Enfin, je sais pas, quoi et ouais, ça a vraiment pas été un moment facile à passer et maintenant, enfin, ça va mieux. J'ai fait un peu le deuil de tout ça et cetera. Peut-être aussi, enfin, j'espère de tout cœur qu'un jour il remarchera, mais j'ai toujours ce truc dans ma tête de me dire: «Bah, peut-être qu'il remarchera plus» et fais-toi à l'idée, en fait, tu vois? Donc c'est toujours un peu, voilà. Je pense que je suis quand même toujours un peu dans le deuil de tout ça et cetera, parce que ça a été quand même un très, très gros truc, très, très gros truc à gérer et tout et en plus, dans ma famille, on a un peu type, secret familial. De temps en temps, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément alors qu'il faudrait qu'on dise et toi, tu es là genre: Mais faut tenir au courant les gens, en fait, vous pouvez pas dire genre: "Il s'est rien passé", c'est pas possible». Donc voilà, du coup, ouais, c'est pas une période, très, très facile, quoi. Eh ben. Oh, tu m'as tué. Je suis désolée, je vais pas te faire pleurer. Ça va. Mais merci, merci d'avoir partagé ça avec nous. J'ai pas trop quoi dire. Forcément, j'imagine, je pense qu'on est beaucoup à imaginer ses propres parents vivre ça. On se rend jamais compte de la chance qu'on a avant d'être confronté à ce genre de choses. Mmh. Et c'est marrant qu'on ait parlé validité, handicap juste avant. Mm. Et ouais. Et ouais. Je trouve ça hyper beau ce que t'as dit sur le fait d'être là aussi dans les mauvais moments. Ça me fait penser à plein de discussions que j'ai eues sur l'amitié. Mmh. C'est souvent, on dit, enfin, il y a des amis qui sont là quand ça va bien et puis qui disparaissent quand ça va pas, ou inversement. Et, c'est hyper important, je trouve, les gens qui sont là
dans les deux Mm. moments en fait, qui s'en vont pas quand ça va pas. Ah, c'est clair. Je suis désolée, c'est un peu des phrases bateau, mais Non, non, mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve pas parce que au final, enfin, j'ai pu vraiment compter sur certaines personnes quand j'ai traversé ça. Et heureusement que j'avais ces personnes-là, en fait. Même en fait, tu vois, c'est hyper difficile de savoir quoi dire quand ça Hmm. arrive à quelqu'un, mais juste le fait de sentir une présence, ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Enfin, je sais que, par exemple, Marion a été un peu dans les parages quand ça s'est passé et je suis hyper contente qu'elle ait été là et elle a pas été la seule. J'ai eu d'autres amies et cetera. Mais si j'avais pas eu, en fait, ces amis-là, ça aurait été encore plus difficile à traverser et le fait juste de pouvoir en parler après, bien sûr, enfin, j'ai essayé de dire: «Ouais, si ça te dérange, j'arrête d'en parler, il y a pas de problème» et cetera. Mais en général, les gens étaient là à me dire: «Mais vas-y, vide ton sac, il y a pas de souci, enfin, tu besoin, pas de problème» et cetera. Après, je suis allée voir aussi, un psychologue pour m'aider à passer tout ça et ça m'a vraiment beaucoup aidée, en fait, parce que des fois, tu as des trucs qui sont beaucoup trop lourds, pour tes épaules et tu as juste besoin, en fait, d'aide, que ce soit de l'aide de tes amis, de ta famille ou d'une aide professionnelle, quoi. je crois que t'as touché Marion aussi. Oh, vous mettez pas à pleurer, je vais pas trop pleurer, hein. Attends, je lutte. Et ne dis pas ça. Si tu dis tu vas pleurer, je vais pleurer. Marion, tu vas pleurer. Ah, c'est terrible. Respire, respire. On voit quand même au travers de mes lunettes, donc elles sont pas assez efficaces. C'est pas terrible. Ah, mais oui, c'est Mets tes lunettes de soleil. Elles sont dans la voiture. Oh non. J'ai mes lunettes troubles si tu veux, mais c'est un peu trop loin. Mais oui. Mais on les prendra pour la séance photo. Yes, ça marche. J'en ai plein si tu veux, j'ai ça aussi. Oh, magnifique. Oh, elles sont Ça trop va- stylées. Ça va avec la peluche. Exactement. Incroyable. C'est superbe. Ah, yeah. Ah, il y a tes 42 streams qui dit courage à ton père, Aline. Merci. N'hésitez pas à envoyer plein de cœurs et de soutien dans le chat. J'ai vu déjà passer plein de messages super gentils. Merci. Merci les gens, vous êtes toujours les bestes, les pires et les Vous bestes. êtes des pipous. C'est Les ça. pires et les bestes. Oui, non, mais parce que je les appelle souvent la pire commu, et du coup, Oui. histoire de rester cohérent, quand je dis ils sont les meilleurs, je dis vous êtes aussi les pires. Hein. Et ils t'aiment Vous toujours. êtes le c'est ça meilleur qui est du beau. pire. C'est ça. De toute façon, on est tous un peu des mélanges du meilleur et du pire. Oh bah oui. C'est C'est clair. beau. On C'est est des beau. nuances de gris. Voilà, Oh, incroyable. c'est magnifique, c'est incroyable, c'est de la poésie. Parfait. Est-ce que tu veux répondre du coup, Marion? C'est quoi le truc le plus difficile dont tu t'es relevé? Je pense que c'est la séparation de mes parents, mais du coup, ça fait ridicule. Mais non, arrête. Bah non. Il y a pas de Bah, comparaison. Oui, C'est non, mais clair. on n'est pas là pour avoir la plus grosse. Voilà. Quoi, c'est Mais, ça le moment le plus triste de ta vie? Pff, nul. Bouh. Ah, votre habillé Avancez. Nul Mais t'as Non. rien vécu. Nul à chier Non, mais. Je devrais essayer de faire un time out comme ça où je juge à chaque fois les réponses des gens. Mais elle est nulle ta réponse, comme Oui, tu le sors des collègue petits panneaux. de Aline. Tu sors des petits panneaux comme un dîner Ah oui, presque parfait. 0 sur 10. 3. J'ai trouvé l'animation pas ouf. C'était pas terrible. Le plat principal. L'histoire était intéressante mais mal racontée. Exactement. Oh, quel enfer. Non, mais je pense que, en tout cas, ce qui a le plus marqué ma vie, c'est sans doute la séparation de mes parents, parce que j'avais 18 ans. Et que ça m'a... Bon, vous auriez compris que j'étais quelqu'un de très sérieux, déjà, très carré, mais ça te plonge dans le monde des adultes très rapidement, mais pour le meilleur comme pour le pire. Hein. Moi, je considère que j'ai perdu mon père. Il est vivant, hein, rassurez-vous. Et que j'ai grandi très très vite et j'ai dû prendre des responsabilités assez folles. Il y a eu une période où ma mère ne pouvait plus se lever, par exemple, où elle a fait, je pense, une dépression, même si elle veut pas se le dire. Et moi, j'ai des petites sœurs, j'en ai 2. Et la dernière avait 10 ans. Enfin, on a 10 ans de différence avec la dernière. Donc, en étant au lycée, je partais le matin l'amener à l'école primaire. Et j'allais au lycée et je loupais 1 à 2 heures de cours parce que c'était pas possible de tout gérer. Heureusement, au lycée, ils ont compris très vite qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc ça s'est géré comme ça. Et en fait, ça a été un certain choc. T'as toute ta vie d'avant qui disparaît, en fait. Tout ce que t'as connu, tout ce avec quoi t'as grandi, toutes tes certitudes disparaissent.
parce que mon père ne nous avait pas raconté plein de choses sur lui, sur sa vie, sur voilà, plein de trucs qui font que la personne qu'il est vraiment n'est pas celle qui m'a élevée. Enfin, en tout cas, il y a une différence qui est trop énorme. Et du coup, tu te mets à te méfier de plein de gens aussi. Tu remets tout en question. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est passé, du coup, je m'en suis remis. Mais ouais, ça a été peut-être la période la plus difficile. Et je pense que plus t'es vieux, quand tes parents se séparent, et plus tu comprends, et plus tu douilles. C'est-à-dire que ma petite sœur, donc du coup la dernière qui avait 7 ans, du coup, 7-8 ans, elle n'a pas compris tout de suite. Le contre-coup est arrivé bien plus tard. Moi, j'étais au fond du trou, hein, très clairement. L'année terminale a été une grosse fête. Mais ça m'a aussi appris un truc vraiment hyper important. Et c'est un peu comme quand Aline dit que les enfants, c'est fait pour être dans les bons et les mauvais moments. Enfin, c'est parce qu'en fait, on est des adultes. Et je pense que c'est quand on est adulte qu'on s'en rend compte. Et on se rend aussi compte que nos parents sont des adultes. Ça a été le moment où j'ai plus considéré mes parents comme mes parents, en fait, juste comme des adultes et des gens qui sont pas parfaits. Et heureusement pour eux, hein. Mais et voilà, ça a été une espèce de rupture, un craquage complet dans mon existence et dans toutes les valeurs que j'avais, en fait. J'étais quelqu'un au lycée, c'est terrible, je me souviens. J'étais quelqu'un de très rigoriste. Et je pense que c'est le bon mot. J'étais mère la morale. Sur la rigueur, tu veux dire? Ouais, j'étais mère la morale. C'était genre, il faut pas boire, il faut pas faire ça, il faut pas... Enfin, une casse-couille. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. J'avais des principes stupides, mais stupides. Je me verrais aujourd'hui, et détends-toi, meuf, détends-toi. Hermione en puissance, quoi. Faut respecter les règles. Pire parce que je combats même pas de troll ou tu vois, aucun acte héroïque. Hein. Moi, je suis juste chiante. Hein. On va se faire tuer ou pire, se faire renvoyer. Non, mais vraiment pas ouf. Et en fait, devoir gérer tant de trucs et se rendre compte de tant de mensonges et de tant de choses comme ça te fait vriller la tête. Mais moi, pour le coup, je m'en suis pas trop mal sortie, je crois. Ça m'a fait vriller et j'ai dérapé dans le bon sens après. Mais ça a duré des années, hein, parce que je dis que c'est arrivé à mes 18 ans, mais ça court toujours, quoi. Mais t'as pas 19 ans? Oui, à peu près. Plus. Non, je vais avoir 31 ans et c'est pas réglé. Hein, donc, en tout cas, avec mon père, il y a encore beaucoup de boulot. On va dire ça comme ça. Il y a bon. Il a fait des choses qui... alors, rien de... Je rassure tout de suite, hein, pas de violence, pas de trucs... voilà, rien de tout ça. Mais c'était un peu sa crise de la cinquantaine, quoi. Jusqu'à abandonner ses enfants, littéralement. Déménager dans un endroit où... on savait pas où il était, quoi. Il a disparu du jour au lendemain. Alors, il est où? Vous avez son adresse? Ok, super. Bon. Bah, il a fui, donc très bien. Et des années plus tard, il revient, forcément. Parce qu'il se rend compte qu'il a fait de la merde. Mais du coup, la solitude et l'abandon, et peut-être qu'il y a des trucs à creuser par là-bas aussi. Il y a quelque chose à faire. Donc voilà, je pense que c'est l'événement traumatique, entre gros guillemets, hein, de mon enfance, sans doute. Voilà, je sais pas. Il y a plein de gens qui vivent un divorce entre parents, hein, donc rien d'extraordinaire. C'est pas pour autant, hein, on peut être traumatisé par des trucs hyper anodins. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Genre la galerie des glaces à la fête foraine. C'est pas possible. Ah non, mais trauma, c'est pas possible. Merci Astéras pour le sub, merci beaucoup. Bienvenue. Donnez les sous. La moula. Le pèse. Mais mince, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Oui, je sais pas si je peux me permettre de poser des questions, mais genre, vous avez caché des trucs pour vous protéger, pour vous éduquer d'une certaine manière, ou c'était... Pas du tout. Non, pas du tout. Non, il nous cachait des choses sur ses activités, sur les gens qu'il fréquentait. Tu vois, on est une famille, j'ai pas peur de dire que je suis une prolo. Enfin, moi, je viens d'une famille, ma mère, elle est caissière au Monoprix. Mon père, il était petit commerçant en informatique. À l'époque, quand on achetait nos composants dans des magasins de quartier et qu'on montait nos tours, c'était chez mon père qu'on faisait ça, quoi. Donc...
pas des moyens de dingue. On n'est jamais parti en vacances, on n'a jamais fait des trucs, enfin voilà, des prolos quoi. Et tu te rends compte que ton père se barre avec une thune improbable. Enfin, comment il a fait pour mettre autant de sous de côté, comment il a géré sa... Il avait pas de deuxième vie, quoique peut-être que je vais découvrir des trucs, hein, je sais pas. Maintenant, je prends ça avec beaucoup de distance. Mais non, il a menti sur plein de trucs. Et on n'a pas compris, parce qu'en plus, enfin, je veux dire, on est une des familles, je pense, les plus ouvertes au monde. Très clairement, il n'y a rien qui nous choque, que ce soit des projets, des orientations sexuelles ou quoi. Enfin, je veux dire, ma mère est quelqu'un d'hyper ouvert, donc on n'a pas bien compris le craquage. Mais non, non, pas pour nous protéger, non, pour se protéger, lui, oui, beaucoup. Lui, oui. C'est ça qu'on lui reproche. Il aurait vraiment fait des mensonges ou pour ses enfants. Même ma mère, elle lui aurait jamais rien reproché. Enfin, vraiment. Mais non, il est parti, il a disparu en mode pouf. Ah non, je ne veux pas voir un juge. Ah non. Bah, bon, pas très bien. Ah, le divorce n'était même pas fini de Ah bah prononcer. non, pas du tout. Ah non. Non, le jour où mes parents ont décidé de se séparer, en plus on est dans une famille où on parle beaucoup, on s'est mis à table, nos parents nous ont dit: «Bon ben, on va se séparer». Honnêtement, on était tous soulagés parce que c'était l'enfer depuis, un moment, donc bon, OK, on est des adultes en fait, enfin, on est des grandes personnes, OK. Et en fait, peut-être 3 mois après, mon père est parti et où est-il allé? Voilà. Donc on sait qu'il était plus loin dans le département, mais tu vois, il part sans laisser d'adresse et puis il donne pas de nouvelles. Et il est parti faire cette... Enfin, il a fait sa crise, il est parti en mode YOLO. Enfin voilà, écoute, il le sait. Enfin comment dire, il a géré ça comme il a... Après, voilà, je me dis, il a géré ça comme il l'a géré, comme il l'a pu peut-être aussi. Enfin, moi, je le juge, mais... Peut-être c'est que humain. peut-être que je ferais pire à 50 ans. Je sais pas. Attention, méfiez-vous. Donc bon, voilà. J'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Mais je pense que ouais, ça m'a marqué et ça me fait peut-être encore me méfier de certains comportements et de certains trucs. Mais bon. La confiance, c'est bien quand même. Mais enfin, je pense que c'est normal aussi d'être touché par ça. Enfin, ouais. Je pense que n'importe qui, ça traumatiserait et ça impacterait, genre, Bah, en fait, de ne plus avoir confiance. c'est toute la personne que t'as connue jusqu'à tes 18 ans, elle disparaît. T'imagines ça? Elle existe encore, mais c'est pas du tout ni la personnalité, ni les hobbies, ni... Enfin, rien. Il y a plus de rapport. En fait, t'arrives plus à faire de connexion entre ta vie avant tes 18 ans et la vie après tes 18 ans par rapport à cette personne-là. Donc ouais, c'est très troublant. C'est très, très troublant. Ouais, un peu comme quand quelqu'un te plante un couteau dans le dos, quoi. Tu te dis, ok, donc en fait, tout ce que je pensais savoir, cette personne, tout ce que je croyais, c'est des mensonges. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est vrai qu'on peut faire l'analogie. Tu dois juste te poser 1 milliard de questions quand ça arrive, quoi. Genre, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui ne l'était pas, enfin... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui l'a menti à tel endroit, à tel moment. Enfin, tu mets tout à plat. C'est pour ça que j'ai longtemps dit que mon père était mort. Enfin, au moins, dans l'idée, quoi. Voilà, dans l'esprit. Donc, bon. Mais ça va, hein, je vais bien aujourd'hui. Je lui envoie même des SMS, tout va bien. Et ben, je vois que tu as fait pleurer T42 Stream qui dit moi je pleure pour l'histoire de Marion mais pas celle d'Aline. Je suis le pire, comme quoi la sensibilité est différente en fonction des bagages. Ah oui. Oui, c'est sûr. Totalement. Peut-être que ça parle à des souvenirs, à tes souvenirs. Je ne sais pas. C'était trop cool d'être avec vous. Oui. C'était très très chouette. Franchement, très beau concept d'émission. Ouais, je valide. Merci pour l'invitation. Et questions super intéressantes. Vraiment très très chouette. Oui, je suis contente. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes vos réponses. C'était un bonheur de vous avoir. Et puis merci le chat pour votre participation. Ouais, le chat. Pensez au camembert avec le chocolat. Ouais. C'est ce qu'on retiendra de cette émission. J'essaye dès demain. Hein. C'est terrible. Bonne soirée. Des Merci bisous à tous. Merci. Bisous, bisous. Salut. Ciao.